Dans les siècles passés, on parlait facilement de l'infiniment grand pour décrire le monde des galaxies, des étoiles, de l'infiniment petit pour décrire le monde des atomes, des molécules. On a ajouté une autre dimension, bien sûr, c'est ce que nous pourrions appeler l'infiniment complexe, ou plutôt, on dirait, l'extrêmement complexe, le fait que l'univers est structuré et on y voit apparaître des structurations de plus en plus complexes. Et aujourd'hui, nous poursuivons notre étude de cette structuration. Nous abordons le domaine de ce qu'on appelle traditionnellement la vie, ou plutôt la préparation à la vie, disons l'infrastructure de la vie. En fait, l'infrastructure de la vie, on y est depuis assez longtemps, puisqu'on a vu que la vie implique la présence de molécules, lesquelles impliquent la présence d'atomes, lesquelles impliquent la présence de neutrons et de protons, lesquelles impliquent la présence de quarks et en même temps d'électrons. Donc ce que nous avons fait depuis ces dernières leçons, c'est de montrer comment l'univers s'est organisé. Et nous sommes maintenant quelque part ici, nous sommes dans ce domaine où les molécules s'organisent pour donner naissance aux premières cellules. Cela, cependant, demande une structure, une plateforme, une planète. En tout cas, dans le cadre de la vie que nous connaissons, la vie s'installe sur une planète. Et le problème que nous allons aborder aujourd'hui, c'est précisément la construction des planètes et surtout les éléments qu'il importe de retrouver sur une planète pour que la vie soit possible, pour qu'elle puisse se développer. Dans l'image que vous avez sur l'écran, je vous rappelle que les atomes lourds naissent à l'intérieur des étoiles petites ou grosses, que ces étoiles explosent à la fin de leur vie. Ce que vous voyez, ce sont des débris d'étoiles, des filaments qui sont dispersés dans l'espace. Et dans ces débris d'étoiles se joue une chimie interstellaire dans laquelle les atomes s'associent pour donner des molécules. Alors ces molécules, ça peut être des molécules relativement petites, comme celle-ci. On en voit qui ont jusqu'à quelques dizaines d'atomes, mais ce ne sont pas des structures extrêmement complexes. Est-ce qu'il pourrait y avoir des structures très complexes dans l'espace? Probablement pas. Les structures complexes, les protéines par exemple, seraient rapidement cassées par l'arrivée de rayonnement cosmique et ces particules, ces molécules ne pourraient pas résister à ce rayonnement ionisant. Alors il faut préparer autre chose si on veut, entre guillemets, faire de la vie, si on veut obtenir des molécules complexes, beaucoup plus complexes. Il faut préparer un habitat, et un habitat sur lequel cette élaboration se poursuive sans être menacée. Alors, comment ça va se passer? Eh bien, ça va se passer comme ceci. Dans ces mêmes nuages interstellaires, il va y avoir une autre structure moléculaire qui va apparaître. Cette structure moléculaire, c'est ce qu'on appelle un petit solide, un petit grain de poussière. Ce que vous avez devant vous, c'est un grain de sable composé d'atomes de silicium et d'oxygène. Ces atomes d'oxygène et de silicium s'ajustent les uns par rapport aux autres pour former une maille cristalline. Cette maille cristalline forme un petit solide, un petit grain de poussière, ça ressemble à du sable. Et ces grains de poussière, il y en a beaucoup dans l'espace, on en a vu déjà auparavant. Par exemple, autour des étoiles, les Pléiades, les images sont brouillées par ces traînées qui ressemblent à des cirrus de nos ciels d'été. Ces traînées de nuages sont des nuages de grains de poussière. Ces grains de poussière vont maintenant servir à l'élaboration des planètes solides. C'est leur accumulation sous l'effet de la gravité qui va permettre la formation de socles solides sur lesquels ces grains de poussière, sur lesquels les atomes vont pouvoir commencer à jouer le jeu de l'élaboration de molécules plus importantes. Et on va regarder finalement ce phénomène de la formation des planètes, on va le regarder sous des angles qui sont un peu analogues à ceux qu'on employait au temps des Grecs pour décrire la matière du monde. Chez les Grecs, on considérait 4 éléments dits fondamentaux. Il y avait l'eau, l'air, le feu, la terre.
La Terre, nous allons la remplacer par la pierre, le roc. La Terre, c'est du roc effrité, érodé. Et nous allons essayer de montrer comment la présence de ces 4 éléments est fondamentale pour l'élaboration de la vie. Nous allons regarder les différentes planètes sous l'angle de comment se disposent-elles par rapport à ces 4 éléments. Je vous rappelle la formation du système solaire à partir de ce grand nuage de gaz et de poussière qui tournait sur lui-même très vite, dont la partie centrale a donné le Soleil et dont la périphérie, le disque s'étendant très loin du centre, a donné naissance aux différentes planètes que vous voyez là sur leur orbite respective avec le Soleil au centre. Alors, un des éléments fondamentaux pour déterminer la constitution d'une planète, c'est la chaleur, c'est-à-dire la distance de cette planète au Soleil d'une part, qui va déterminer la quantité de chaleur qu'elle reçoit, et aussi la quantité de chaleur interne qu'elle possède et qui va lui permettre d'évoluer comme notre Terre, d'avoir une activité volcanique, une activité tectonique de plaques, c'est-à-dire déplacement de continents, une activité tremblement de terre. Sur ce plan, la première planète que nous rencontrons, qui est Mercure, est très proche du Soleil. Il fait très chaud à la surface de cette planète. Il fait tellement chaud que même si on y déposait une atmosphère comme celle que nous avons sur notre Terre, cette atmosphère s'évaporerait dans l'espace. La chaleur serait suffisante pour permettre aux molécules du gaz de quitter le champ d'attraction de cette planète. Par rapport à sa température interne, alors, qu'est-ce qui détermine le fait qu'une planète est chaude au centre, a une activité géologique ou non? Eh bien, en gros, c'est sa masse. Un objet petit, un objet qui s'est accumulé relativement rapidement, a une masse donc relativement faible et la chaleur dégagée par l'avalanche de matière qui donne naissance à cette planète est assez petite. Ce qui fait que cette chaleur, après la naissance de la planète, va se dégager lentement et assez rapidement, si la planète est petite, elle aura perdu toute cette chaleur et elle deviendra bientôt un corps mort, un corps froid, un corps sans activité au centre. Il y a un autre élément aussi, c'est la radioactivité. Dans l'espace, il y a des atomes radioactifs, il y a de l'uranium, du thorium. Ces éléments dégagent de l'énergie pendant un certain temps et donc réchauffent la planète, mais si la planète est petite, cette énergie va être relativement faible et relativement rapidement dissipée. Alors, en ordre de masse, par exemple, si on prend un objet comme la Lune ou les petits satellites des autres planètes, ou Mercure, ce sont des objets petits. La Lune, c'est à peu près le centième de la masse de la Terre, Mercure un peu plus massif. Eh bien, de tels objets ont rapidement dissipé toute leur chaleur dans l'espace et sont ce qu'on peut dire des rocs morts, des cadavres rocheux, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus d'activité interne. Et l'histoire d'une planète comme Mercure, ce sera aussi l'histoire de la Lune, c'est donc après une rapide évacuation de sa chaleur et rapide évacuation de toute atmosphère qu'elle aurait eue au début, simplement un rôle passif. Elle va enregistrer les collisions de météorites qui tombent sur elle sous forme de cicatrices et on verra par exemple sur Mercure un territoire, un terrain qui est complètement marqué de ces cicatrices imbriquées les unes dans les autres, une planète qui est totalement passive et qui subit ce qui vient de l'extérieur. Donc pas d'atmosphère, pas de chaleur, pas d'eau, de la roche, simplement de la roche passive et soumise aux intempéries. La planète Vénus, c'est tout à fait l'inverse. La planète Vénus, c'est une planète qui, au contraire, a une atmosphère, mais alors une atmosphère d'une très grande dimension. La densité de l'atmosphère sur Vénus est à peu près 100 fois la densité de l'atmosphère chez nous. C'est une planète qui a des croissants. Vous avez là une image des croissants de Vénus que, paraît-il, on peut voir à l'œil nu et qui ont joué un rôle important aussi dans l'histoire de la pensée humaine. Là aussi, c'est Galilée qui a noté
la présence de ces croissants et qui a vu l'analogie avec la Lune et qui a montré comme cela que l'idée de ce système solaire avec toutes ces analogies était une idée qui se défendait très bien. Ce qui nous intéresse surtout, c'est qu'est-ce qu'il y a sur la surface et dans l'atmosphère de Vénus. Eh bien là, vous avez cette idée, cette atmosphère dans laquelle il y a des vents extrêmement violents. Vous voyez des ouragans qui occupent une partie importante de la planète. L'atmosphère est tellement, l'épaisseur est tellement grande qu'on ne peut pas voir la surface de la planète Vénus à distance, et qu'en fait, il y a là un effet de serre tout à fait considérable. C'est une atmosphère de gaz carbonique avec un effet de serre qui amène la surface de la planète à environ 500 degrés. À 500 degrés, évidemment, il n'est pas question, 500 degrés Celsius, il n'est pas question d'avoir de l'eau liquide. Toute eau qui serait là serait vaporisée, il n'est pas question d'avoir d'océan liquide. Il y a un peu d'eau sur Vénus, un peu d'eau à l'état gazeux, mais ce qui est très étonnant, c'est qu'il y en a beaucoup moins que sur la Terre. En fait, si on condensait toute l'eau qu'il y a sur Vénus, on obtiendrait une couche d'eau de quelques millimètres ou quelques centimètres par rapport aux 3-4 kilomètres de profondeur moyenne de nos océans. Alors pourquoi c'est le cas? C'est un problème assez compliqué, c'est relié à la formation des carbonates, par exemple. On ne va pas entrer là-dedans, mais disons en gros qu'il n'y a pas d'eau liquide, pratiquement pas d'eau à l'état gazeux, pas de glace évidemment. C'est une planète qui, est-ce qu'elle a une activité tectonique? Eh bien, c'est ce que nous sommes en train d'essayer d'étudier. Le problème, bien sûr, c'est qu'on ne peut pas voir la planète, la surface de la planète à partir des moyens optiques. On y est arrivé avec des échoradars. On a maintenant une étude assez complète, à la fois vue de la Terre et plus récemment à partir de satellites. On a fait le relevé topographique de Vénus. On a pu y trouver, comme vous le voyez sur l'image, des plaines, des montagnes, des falaises, quelque chose qui ressemble à un terrain très désertique, avec certainement une activité volcanique importante et très probablement une activité tectonique de plaques, c'est-à-dire des continents qui, comme sur notre Terre, se déplacent les uns par rapport aux autres. Donc, il y a une activité géologique, ce qui veut dire qu'il y a encore de la chaleur au centre de Vénus, ce qui n'est pas inattendu parce que Vénus est à peu près la même masse que la Terre, donc elle a dû garder une partie de sa chaleur. En d'autres mots, 4 milliards 500 millions d'années, ce n'est pas tout à fait suffisant pour évacuer la chaleur interne d'un objet planétaire qui a la dimension de la Terre ou de Vénus. Ça continue à remonter, ça continue à bouillir au sens des mouvements de convection. Il continue à y avoir de l'agitation, sans doute des tremblements de terre importants, des éruptions volcaniques, des déplacements type tectonique des plaques. Alors voilà donc pour la planète Vénus. On a des photos qui ont été prises au sol. C'est des photos qui ont été prises par des satellites russes il y a plusieurs années. Ce n'est pas évidemment très spectaculaire parce que la couche gazeuse est d'une telle épaisseur que du sol, on doit avoir l'impression d'être dans un brouillard intense. Mais on voit sur cette photo quelques cailloux, des piquets d'arpenteurs. Dans le coin à droite, probablement l'appareil qui avait atterri. On voit que ça ressemble à nos régions désertiques et qu'il n'y a pas de vie, d'eau liquide. C'est quelque chose d'extrêmement aride. Alors, si on passe à la planète suivante, il y a la Terre à laquelle nous reviendrons, qui est le cas typique, le cas idéal, si on veut, le cas de figure parfaite. Nous passons maintenant à la planète Mars. La planète Mars est une planète plus petite que la Terre. Elle a à peu près le 10e de la masse de la Terre. Donc, c'est quelque chose qui est intermédiaire entre la Lune, qui a un 80e, si je me souviens bien, et la Terre. À mi-chemin, il y a Mars, le 10e. Et effectivement, il se comporte bien d'une façon intermédiaire. C'est une planète qui a une activité volcanique, il y a des volcans géants. Ce que vous voyez à droite, en bas, c'est un volcan qui est juste à la limite de l'ombre. Le panache, ce n'est pas une éruption de ce volcan, mais ce sont des nuages qui se sont formés au sommet de ce volcan, comme il arrive souvent sur la Terre, que des nuages se forment et s'accrochent à des sommets
de très hautes montagnes. Alors, dans la photo suivante, nous allons voir d'autres vues de Mars. Là, vous voyez que sur Mars, il y a beaucoup de cratères. L'atmosphère de Mars est mince, beaucoup plus mince que le nôtre, ne protège pas très bien la planète contre le rayonnement ionisant. Et d'autre part, la planète a beaucoup moins d'érosion, de sorte que les cratères du passé sont moins effacés. On en voit en relativement grand nombre, mais malgré tout, ça n'est pas aussi densément couvert de cratères que la Lune ou Mercure, ce qui veut dire qu'il y a quand même des mouvements géologiques importants qui remplacent, qui déplacent ou qui ont déplacé les plaques continentales dans le passé. On s'approche de Mars, vous voyez des montagnes, vous voyez des cratères, là ça ressemble plus ou moins à la Lune. Quand on va arriver plus près, on va voir par exemple un volcan. Alors voilà un énorme volcan, peut-être le plus grand volcan que nous connaissions dans le système solaire. Il s'appelle Nix Olympica. Il a 30 km de haut. Rappelez-vous que nos plus hautes montagnes ont 10 km de haut. Et la surface de ce volcan, c'est-à-dire l'étendue de surface qui a été recouverte par la lave qui s'est écoulée de ce volcan dans le passé, c'est comparable en dimension à l'ensemble Belgique-Hollande. C'est quelque chose de très grand, c'est quelque chose de démesuré par rapport à ce qui se passe sur la Terre. Alors, en gros, Mars a beaucoup moins de volcans, mais ils sont beaucoup plus actifs. Et là aussi, on peut voir l'effet de la plus petite masse de Mars. Il y a encore de la chaleur sur Mars, dans Mars, à l'intérieur, mais il y en a moins que sur la Terre, puisque Mars étant plus petite, elle a pu évacuer la majeure partie de sa chaleur dans le passé. C'est une planète agonisante, qui n'est plus aussi vivante que la Terre. Cela a pour effet que les mécanismes, les valves qui permettent l'évacuation des trop-pleins de chaleur, et on peut considérer les volcans comme cela, ce sont des points où les trop-pleins de chaleur accumulés en certaines régions de la planète peuvent sortir par des orifices. Eh bien, ce système de volcans sur la Terre, on dirait, est assez bien lubrifié. Ce qui veut dire que quand il y en a un peu trop, ça peut sortir, mais ça sort en de multiples endroits, ça n'atteint pas des propriétés gigantesques. Sur Mars, au contraire, à cause de ce ralentissement, le système ne marche plus aussi bien, les accumulations de chaleur sont beaucoup plus importantes, et quand cela éclate, quand ça saute, quand les valves sautent, évidemment, cela fait des effets beaucoup plus catastrophiques. C'est ce qui explique pourquoi il y a moins de volcans, donc moins de possibilités d'évacuer la chaleur, mais ces volcans, quand ça sort, comme on dit, quand ça saute, eh bien, ça fait des effets extraordinaires, ça fait des volcans de ces dimensions démesurées par rapport à la Terre. Donc, il y a encore du feu sur Mars, il y a des régions désertiques qui ressemblent beaucoup à notre Sahara, mais il y a aussi quelque chose d'assez étonnant. Y a-t-il de l'eau liquide sur Mars? Non, les températures aujourd'hui ne permettraient pas la présence d'eau liquide et l'exploration détaillée n'a jamais montré la présence actuelle d'eau liquide. Cependant, il y a des terrains géologiques qui suggèrent énormément la présence d'anciens fleuves, d'anciens cours d'eau. C'est un peu comme ces oueds que l'on voit aujourd'hui dans le désert, dans lesquels, pendant une partie de l'année, il n'y a pas d'eau, mais on sent très bien qu'à la prochaine saison, cela pourrait être rempli d'eau au moment des grandes pluies. Dans le cas de Mars, s'il y a eu de l'eau ou un liquide quelconque, c'est dans un lointain passé, mais on voit bien que les traces sont là et qu'on a toute raison de penser qu'il y a eu de tels cours d'eau. Par exemple, ce que vous voyez devant vous, c'est le Grand Canyon de Mars. Alors ça aussi, c'est démesuré par rapport à nos canyons terrestres. Notre plus grand canyon, celui qui est bien connu dans le sud des États-Unis, a environ 1 km de large et la longueur s'étend sur quelques dizaines de kilomètres. Ce canyon que vous voyez sur Mars, sa dimension, ce serait de l'Atlantique au Pacifique, par exemple, et sa largeur, c'est plusieurs dizaines de kilomètres. Et de chaque côté de ce canyon, vous voyez ce qui semble être des restes de fleuves, des crevasses qui sont comme s'il y avait eu des courants d'eau avec des affluents qui viennent des différents côtés et qui là aussi suggèrent bien que cette région a été à un moment donné
le siège d'importantes quantités d'eau. Là aussi, on a vraiment l'impression de voir, comme dans nos déserts, ce qui reste d'un cours d'eau qui a eu lieu dans un passé assez récent. Alors, par ailleurs, on a la preuve qu'il y a quand même un peu d'eau sur Mars. Il y en a un peu. On le voit, par exemple, dans des régions comme celle-là, puisque quand le matin arrive, des régions blanches changent de couleur, ce qu'on suppose être associé à la fonte d'un frima. C'est comme s'il y avait un peu d'eau, une petite couche de glace qui se serait déposée la nuit, et quand le jour arrive, quand le soleil éclaire cette couche de glace, la couleur, le blanc disparaît, ça devient plus foncé. Alors, ça veut dire que s'il y a de l'eau, ou un autre liquide, mais c'est probablement de l'eau, eh bien, ce liquide est évaporé très rapidement, ce qui veut dire évidemment qu'il s'agit d'une couche extrêmement mince. Alors, donc, sur Mars, pour l'instant, il n'y a pas d'eau. Il y a des raisons de penser qu'il y en a eu. Il y a encore du feu. Il est possible que dans le passé, il y a eu de la vie sur Mars, de la vie qui est peut-être disparue aujourd'hui ou qui existe peut-être encore à l'état microscopique. Il y a des projets d'aller y voir de près, mais en tout cas, il n'y a pas d'évidence que la planète Mars soit encore une planète habitable et habitée. Une différence importante entre les planètes intérieures du système solaire, comme Mercure, Vénus, la Terre, Mars, et les planètes extérieures, comme Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, c'est que les planètes intérieures sont plus petites que les planètes extérieures. Les rayons des planètes intérieures se chiffrent en milliers de kilomètres, les rayons des planètes extérieures en dizaines de milliers de kilomètres. Pourquoi? Pourquoi ce changement de dimension à mesure qu'on s'éloigne du Soleil? Eh bien, c'est tout simplement relié au fait que plus on s'éloigne du Soleil, plus il fait froid. Plus le Soleil est loin, et moins il émet de lumière jusqu'à la planète considérée. En quoi ça change quelque chose? Eh bien, c'est en rapport justement avec les atmosphères de ces planètes. On a vu comment Mercure, tout près, ne peut pas garder d'atmosphère, il fait trop chaud. Les planètes qui viennent après, Vénus, la Terre, Mars, ont des atmosphères. Et quand on arrive à Jupiter et à Saturne, il existe la possibilité d'avoir des atmosphères d'atomes, de molécules très petites, par exemple de l'hydrogène. L'atmosphère de Jupiter et des planètes extérieures est surtout composée d'hydrogène. Et comme il y a beaucoup d'hydrogène dans l'univers, ces planètes qui ont gardé une partie importante de l'hydrogène de la nébuleuse protosolaire prennent des dimensions considérables. Si on mettait sur la Terre une atmosphère d'hydrogène, l'hydrogène c'est très léger, la Terre perdrait cette atmosphère très rapidement, comme Mercure a perdu toute atmosphère parce qu'elle est dans un domaine encore plus chaud. À mesure qu'on s'éloigne, on atteint des régions où il fait de plus en plus froid et des gaz aussi légers que l'hydrogène et l'hélium peuvent rester dans l'atmosphère sans être évaporés par la chaleur solaire. Alors, si on prend le cas de Jupiter, c'est typique. Jupiter possède un noyau rocheux qui n'est pas beaucoup plus gros que la Terre, que la planète Terre dans son ensemble. C'est peut-être 2 à 3 fois plus gros. Donc, si on dépouillait Jupiter et aussi Saturne de leur gigantesque atmosphère, ce seraient des planètes qui seraient tout à fait comparables aux planètes intérieures. Et si elles ont des dimensions tellement plus grandes et des masses tellement plus grandes, c'est à cause de cette atmosphère considérable qui s'étend jusqu'à 60, 80 000 kilomètres au-dessus de la surface rocheuse. Alors cela donc détermine la masse de la planète, son volume et aussi bien sûr l'allure qu'elle présente.
le fait d'avoir de telles atmosphères permet d'avoir des mouvements hydrodynamiques et aérodynamiques considérables et donne à ces planètes l'aspect qu'on leur voit, c'est-à-dire ces bandes striées qui sont de puissants courants d'atmosphère, surtout d'hydrogène, qui entourent la planète. Cette tache rouge que l'on voit à gauche, qui est un formidable ouragan, un peu semblable aux ouragans que nous avons sur notre Terre, mais d'une telle proportion qu'il dure déjà depuis plusieurs centaines d'années, et peut-être encore beaucoup plus longtemps. Alors, cela permet à la planète un effet de serre considérable. Même si à la surface il fait très froid, à mesure qu'on s'enfonce dans cette atmosphère, il est vraisemblable que les températures s'élèvent et prennent des valeurs qui pourraient être tout à fait compatibles avec l'apparition de la vie. Il y a beaucoup de spéculations sur la possibilité d'avoir des êtres vivants sur Jupiter dans l'atmosphère. Personnellement, je n'y crois pas trop. Il y a d'autres problèmes en relation avec le fait que cette atmosphère est complètement opaque et qu'on n'y voit jamais le soleil. Donc, les rayons du soleil ne peuvent pas y arriver directement. Enfin, ça, c'est un sujet qui sera étudié dans les années à venir quand on descendra dans cette atmosphère des sondes. C'est un projet qui devrait se faire d'ici quelques années et qu'on essaiera de voir si on y rencontre de curieux oiseaux, de chauves-souris. Enfin, il y a toute une littérature là-dessus qui va être assez intéressante. Je voudrais pour le moment m'intéresser plutôt aux satellites de Jupiter. Les satellites de Jupiter, par contre, et vous en voyez deux sur la surface de la planète, un qui est presque sur la tache rouge et un autre qui est vers le centre, en haut. Ces satellites ont des propriétés très intéressantes. On pourrait penser a priori que comme ces satellites sont petits, ils n'ont pas d'énergie interne, ils ont dissipé leur énergie interne très rapidement, comme la Terre ou la Lune, mais comme ils sont encore plus petits, ça devrait être de gros cailloux simplement, depuis longtemps refroidis. Et comme ils sont très loin du Soleil, ils n'ont pas de chance non plus de recevoir suffisamment de chaleur pour qu'il s'y passe des phénomènes géologiques importants. Et pourtant, la grande surprise des astrophysiciens, quand ils ont envoyé des sondes visiter le voisinage de Jupiter et le satellite Io, ça a été de voir que ce satellite Io a une activité géologique absolument considérable. Quand on a regardé la première fois ce satellite, il y avait 7 volcans en éruption en même temps sur ce petit satellite que vous voyez devant vous, avec des curieuses de couleurs rouge, jaune, noir. Ça ressemble un peu à une pizza ornementée de tomates. Ce coloris est tout à fait particulier. Et un des satellites, un des volcans, vous le voyez à peu près au centre, un peu à gauche, en haut à gauche, vous voyez une sorte de tache blanche qui est entourée d'un grand cercle rouge. C'est un volcan, ou plus exactement, on devrait dire plutôt un geyser. C'est plutôt quelque chose comme un geyser. C'est des masses de gaz et de matière incandescente qui montent et qui redescendent des deux côtés. On a pu montrer que la chimie de cette planète est dominée par le soufre. Le soufre est un élément qui existe aussi sur la Terre, mais qui ne joue pas un rôle aussi dominant. Dans le cas d'Io, cette chimie, cette géologie, cette géochimie est dominée par le soufre, qui est vraisemblablement l'élément qui donne à la fois ces teintes rouges, ces teintes blanches, ces teintes noires, selon les formes cristallines ou liquides qu'il prend. Eh bien, ce soufre, donc, cette géologie extrêmement intense, quelle est son énergie? D'où prend-elle son énergie? Voilà encore d'autres aspects de Io, où on voit aussi une activité importante. Et vous allez voir encore sur l'image suivante, en bas à droite, vous avez des courants de matière qui partent d'un centre et qui s'en vont. On voit très bien que ça ressemble à des courants de liquide. C'est aussi l'effet d'une coulée de lave, mais de lave composée de soufre ou de composée du soufre. Alors, quelle est la source de l'énergie sur Io? Eh bien, c'est assez curieux. Ce n'est ni donc l'énergie du Soleil, le Soleil est trop loin, ni l'énergie accumulée, la chaleur accumulée dans cette planète au cours de sa formation, parce que ce satellite est trop petit. C'est un effet de marée. C'est tout à fait analogue sur le plan physique au fait que la Lune puisse agir, avoir une activité importante sur notre Terre, sur l'océan de notre Terre, par ce qu'on appelle un effet de marée qui est relié, en fait, à la force de gravité. Eh bien là, l'effet de marée est dû au fait que ce satellite est très près la gigantesque planète
Jupiter, qui exerce une très puissante force de gravité sur Io, et c'est cette force de gravité, par un effet donc de type marée, qui est le moteur de toute cette activité. On ne savait pas qu'il y avait quelque part dans le système solaire un endroit où des effets de marée puissent avoir des effets aussi géologiques aussi importants que d'induire continuellement ces volcans. Et on a maintenant beaucoup de belles images. On continue à suivre Io et on s'aperçoit que Io, c'est vraiment l'enfer au sens de Dante, avec ses couleurs rouges, ses couleurs jaunes et blanches, et ces volcans et ces auvents, ces geysers continuellement en activité, toujours, encore une fois, grâce à la présence de cette énorme masse gravitationnelle que représente le corps de la planète Jupiter. Jupiter, dont la masse est environ 1000 fois la masse de la Terre. Jupiter, c'est à la limite une petite étoile, pas tout à fait assez chaude, pas tout à fait assez massive pour avoir des réactions thermonucléaires, mais presque à la limite. Les autres satellites de Jupiter, qui sont plus loin, ne subissent pas, sont trop loin pour que l'effet de marée soit important. Et là, nous retrouvons ce que nous connaissons pour la Lune, pour Mercure, c'est-à-dire des corps petits, donc sans chaleur interne, sans atmosphère, parce que la gravité n'est pas assez importante pour retenir une atmosphère qui aurait été là au début, soumise au bombardement des météorites, sans érosion, sans phénomène qui puisse effacer les satellites. Et vous voyez comment un satellite comme celui-là de Jupiter est complètement couvert de ces cratères, donc bombardés depuis 4,5 milliards d'années. D'autres satellites plus loin, celui-là qui s'appelle, si je ne me trompe, Encelade, ce satellite est couvert d'une couche de glace. Et ça, c'est important. On va maintenant s'éloigner de Jupiter et on va trouver, c'était aussi le cas dans le précédent, mais dans celui-ci, beaucoup d'eau. L'eau est présente en très grande quantité dans le système solaire. Des satellites comme celui-là sont en grande partie des blocs de glace et de pierre. Ces blocs de glace, cependant, la température n'est pas suffisante pour que l'eau devienne liquide. Donc autant la présence d'eau liquide est un phénomène rare dans le système solaire, soit il fait trop chaud et l'eau est en vapeur, soit il fait trop froid et l'eau est en glace. On a tous les cas de figure. Pour l'instant, nous n'avons pas retrouvé sur d'autres corps du système solaire la présence d'eau liquide qui nous permettrait d'envisager la possibilité de formation de la vie, en tout cas sous la forme que nous connaissons. Nous abordons maintenant Saturne. Saturne, c'est la planète qui est encore un peu plus loin. Ça ressemble un peu à un modèle réduit de Jupiter, sauf sur le plan des anneaux. Saturne est remarquable par ses anneaux tout à fait considérables, tout à fait spectaculaires. Jupiter a aussi des anneaux. On a découvert récemment que tous les corps extérieurs du système solaire, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, ont des anneaux, mais les anneaux sont très différents. Ceux de Jupiter, ceux d'Uranus et de Neptune sont de tout petits anneaux qu'il faut observer avec beaucoup d'attention pour pouvoir détecter. Dans le cas de Saturne, évidemment, on les a vus depuis très longtemps. Ils ont cette forme magnifique que vous voyez ici. Ils se décomposent en un très grand nombre d'anneaux qui, en fait, ne sont pas vraiment des anneaux différents, mais plutôt des concentrations différentes, des densités différentes de matière dans ces anneaux. Il faut savoir que ces anneaux ne sont pas d'un seul tenant, ce ne sont pas des corps solides. Ils sont constitués par des myriades de petits gravillons et de cailloux qui circulent ensemble autour de la planète, comme des tout petits satellites. Il y en a tellement que ça donne cette impression de continuité. Les couleurs ici, évidemment, sont de fausses couleurs qui permettent de distinguer des effets différents. Et ce qu'on distingue ici, c'est que les densités de matière, à mesure qu'on s'éloigne de la planète, les densités, le nombre de gravillons par unité de volume varient d'une façon importante. Et c'est ça qui donne ces formes, ces couleurs différentes quand on leur associe un code de couleurs approprié. Voilà encore une très belle image où vous voyez en haut à gauche le corps de Saturne et en bas à droite les anneaux. Ça a été pris d'au-dessus de la planète. Voilà encore d'autres images des anneaux. Je vous les présente aussi parce que ça fait des images qui sont très jolies. Ça vaut la peine de les voir. Ici, vous voyez les anneaux, mais aussi la surface de Saturne. Et vous voyez que là aussi, il y a des tourbillons. On va les voir mieux maintenant. Il y a également des tourbillons. Saturne, comme Jupiter, est une planète rocheuse
pas beaucoup plus grosse que la Terre, avec cette atmosphère gigantesque dans laquelle il y a ces vents, ces ouragans, ces tourbillons, ces cyclones. Ça ressemble tout à fait à ce qu'on a vu à propos de Jupiter. Saturne a aussi plusieurs satellites. La plupart de ces satellites sont, comme ceux de Jupiter, des cailloux rocheux, sauf un qui nous intéresse beaucoup, qui s'appelle Titan. Titan est le seul satellite dont on ne voit pas la surface, simplement parce qu'il possède une couche gazeuse, une atmosphère qui est suffisamment dense pour qu'on n'en voit pas la surface, un peu l'analogue de Vénus. Et ce que vous voyez ici, c'est le Soleil est passé derrière Titan, et la lumière du Soleil illumine l'atmosphère de Titan, et vous voyez quelque chose qui ressemble à une image qu'on a vue dans une des premières émissions, la Terre vue au moment du coucher du Soleil, éclairée par le Soleil et l'atmosphère devenant luminescente par la présence du Soleil. Alors évidemment, cela donne à rêver parce qu'on se dit, s'il y a atmosphère, il y a possibilité d'effet de serre. Et un effet de serre, ça veut dire que même s'il fait très froid, parce que là, on est très loin du Soleil et les températures sont à moins 100 degrés ou moins 150 degrés Celsius, il est quand même possible que cette atmosphère puisse, par un effet de serre, amener la température à la surface à des valeurs intéressantes. Et on a spéculé à un moment donné que cette atmosphère qui est composée d'azote, donc ça ressemble un peu à ce que nous avons ici, du gaz carbonique, et qu'il y ait sur la surface, sur la planète elle-même, qu'il y ait un océan liquide de méthane. Alors, méthane, azote, gaz carbonique, tout ça, pour un biochimiste, ça lui rappelle les conditions idéales pour la formation de la vie. Et il y a quelque espoir de trouver quelque chose sur Titan. Cependant, on a étudié récemment avec des radars situés au sol, le sol, la surface de Titan, et il semble bien que cette idée d'un océan de méthane soit un peu exagérée. S'il y a du méthane, ce sont des couches très minces et ce n'est même pas tout à fait certain qu'il y ait des liquides à la surface de Titan. En fait, ça, c'est des problèmes pour les explorations ultérieures. Certainement qu'on aimerait, on a en vue un jour de pouvoir se rendre sur Titan et d'aller voir s'il y a quelque chose dans l'opacité de ces gaz qui nous cachent la surface. Quelle est la nature de la surface de Titan? C'est une question intéressante. Y a-t-il de l'organisation biologique ou biochimique? Question intéressante. Nous passons maintenant aux planètes plus lointaines. Voilà des images d'Uranus. Celle de droite, c'est une image telle qu'elle est vue en lumière visible. C'est une planète qui est bleue avec une atmosphère importante. À gauche, c'est codifié la répartition des températures. Alors, quand c'est rouge ou jaune, ça veut dire qu'il fait plus chaud dans ces régions-là que vers l'extérieur. Comme il s'agit d'atmosphères très épaisses et qu'on ne voit pas le sol, on est obligé d'employer des techniques indirectes pour obtenir des renseignements sur, par exemple, la nature de du sol ou de l'atmosphère de cette planète. Cette planète a également des satellites assez curieux. Un satellite curieux d'Uranus s'appelle Miranda. Miranda, c'est un corps solide, c'est un bloc rocheux comme les autres. Ce qu'il a de particulier, c'est la dimension extraordinaire des phénomènes géologiques qu'on y trouve. On a vu qu'il y avait des phénomènes géologiques sur la Lune, sur Mercure, on en a vu sur d'autres satellites, mais jamais on a vu des phénomènes géologiques qui prennent une partie aussi importante d'un corps céleste. Vous voyez ces formes, ces structures, ces cassures dans la pierre qui sont probablement dues à des collisions, on ne sait pas très bien, on va les retrouver ici. Ce sont de gigantesques formes géologiques dont la nature est relativement peu connue aujourd'hui et qui posent toujours des questions aux géologistes, aux géologues. Vous remarquez qu'il y a là aussi des cratères. Les cratères, c'est un phénomène qu'on retrouve partout, c'est que tout simplement, ces corps sont soumis au bombardement des météorites qui viennent de l'espace. Et puis maintenant, nous abordons Neptune. Neptune qu'on a vu très récemment, ce sont des documents qui ont à peine un an. Neptune est également une belle planète bleue, couverte d'une atmosphère, avec un phénomène intéressant qui ressemble à la tache rouge de Jupiter. Là aussi, il y a une tache que vous voyez, probablement un ouragan,
qui se déplace assez rapidement. Vous le revoyez de nouveau avec ces traits blancs qu'on ne connaît pas très bien. On va en voir encore une image agrandie ici. Ce tourbillon est sans doute un phénomène aérodynamique de type cyclonique relativement peu compris. Alors voilà une très belle photo prise de la surface de la planète où vous voyez des nuages et ces lignes noires qui sont de l'autre côté des nuages sont l'ombre de ces nuages sur d'autres nuages, ce qui nous a permis pour une des premières fois d'évaluer la dimension de ces formes. Aujourd'hui, on a de telles techniques pour étudier les images, des techniques informatiques qui permettent de tirer énormément d'informations d'une image qui, à première vue, semblait ne pas pouvoir en donner beaucoup. Vous allez en voir un exemple tout à l'heure. Là, voici une image des anneaux. Je vous ai dit que toutes ces planètes ont des anneaux, mais ce sont des anneaux beaucoup plus minces que dans le cas de Saturne. Et puis, nous abordons maintenant un satellite de Neptune qui, lui, s'appelle Triton et qui a également des formes géologiques très curieuses avec des étendues de glace, qui a également des volcans. C'est le deuxième corps du système solaire dans lequel on voit des volcans. Enfin, le troisième, on a parlé de Mars, de la Terre, bien sûr. On a parlé d'Io et maintenant Miranda, des volcans qui sont en activité, dont ces taches noires seraient en quelque sorte le centre d'activité et les couronnes blanches qui les entourent, les épanchements de lave, ce n'est pas très bien connu, mais il y a évidemment là aussi une activité volcanique. Et puis finalement, je voudrais vous présenter cette très belle image. Cette image, c'est encore une fois un chef-d'œuvre de la reconstitution informatique des images à partir d'une photo qui était beaucoup plus pauvre. Par des traitements appropriés, on est arrivé à donner cette impression de troisième dimension. Vous avez vraiment l'impression, quand vous regardez cette image, que vous voyez le relief, que vous voyez ce cratère, ces montagnes, cette illumination rocheuse de la lumière, due à la lumière solaire. Tout cela, c'est ce que permet aujourd'hui l'informatique dans ce qu'on appelle le traitement d'image, quelque chose qui aujourd'hui est tout à fait au point et nous permet d'aller beaucoup plus loin et d'exploiter beaucoup plus loin et beaucoup mieux des images même prises dans des conditions extrêmement difficiles. Rappelez-vous que ces sondes passent à des vitesses de dizaines de milliers de kilomètres à l'heure et que prendre ces images dans ces conditions, ce sont véritablement des exploits. Alors voilà, nous avons terminé cette visite du système solaire et nous allons maintenant revenir à notre problème qui est le problème de la Terre et de l'apparition de la vie sur la Terre. Pour discuter de l'apparition de la vie sur la Terre, on va essayer de comprendre pourquoi la vie n'est pas apparue sur la Lune, qui pourtant est à la même distance du Soleil que la Terre. Il y a plusieurs éléments qui font que la vie ne pouvait pas et n'est pas apparue sur la Lune. Pourquoi? Eh bien, d'abord parce qu'il n'y a pas d'atmosphère. Et je vous ai dit, il n'y a pas d'atmosphère parce que la Lune est trop petite pour retenir une atmosphère hypothétique qu'elle aurait eue au début. Le fait qu'il n'y ait pas d'atmosphère, non seulement empêche les échanges énergétiques qui se passent au moment de la respiration, mais aussi font que la température à la surface de la Lune est très différente le jour et la nuit. Le jour, on passe à des températures très élevées, la nuit à des températures extrêmement basses. Sur la Terre, l'atmosphère fait ce qu'on appelle un volant thermique qui permet de ne pas avoir des extrêmes trop grands et qui donc permet à la vie de durer au cours des cycles jour-nuit, au cours des cycles printemps, été, automne, hiver. Il y a un troisième élément qui joue un rôle important, c'est le fait que l'atmosphère arrête les rayonnements ionisants. On a parlé de rayonnement cosmique, on a parlé du fait qu'il y avait dans l'espace des grandes quantités de particules de très haute énergie. Sur la Lune, ces rayons arrivent jusqu'au sol et casseraient des structures moléculaires qui auraient eu la possibilité de s'y former.
pas seulement les rayons cosmiques, mais aussi le vent solaire. Le vent solaire, ce sont ces particules qui créent les aurores boréales, qui arrivent à la surface de la Lune à des vitesses de milliers de kilomètres par seconde, qui seraient également tout à fait stérilisantes. Donc l'atmosphère joue un rôle multiple pour empêcher les rayonnements d'arriver au sol, garder une température constante et aussi, bien sûr, permettre la respiration. Un autre élément important qui manque à la surface de la Lune, c'est de l'eau. Pourquoi l'eau est-elle si importante? Pourquoi l'eau liquide est-elle si importante? Essentiellement parce que l'eau est un solvant. Et comme c'est un solvant, plusieurs molécules, plusieurs atomes différents peuvent s'y retrouver, s'y rejoindre, s'y associer et former des molécules de plus en plus complexes. Et c'est bien une des conditions de la formation, de l'élaboration de la vie, de ce que nous appelons l'évolution prébiotique, qui a permis à la Terre de passer d'un état stérile au début à un état habité après coup. C'est les rencontres possibles dans un milieu dense. Il y a aussi l'eau, le fait que l'eau est un milieu très dense, 1000 fois plus dense que l'air, par exemple. Dans ce milieu dense, beaucoup de molécules différentes peuvent se rencontrer, s'associer et former des molécules de plus en plus complexes. Et c'est ce jeu qui va amener éventuellement l'évolution de la vie, l'évolution prébiotique. Mais il y a encore un élément important, assez curieusement, c'est le fait que la Terre est chaude, que la Terre possède encore de la chaleur aujourd'hui. Là, vous avez une image de ce qu'était la Terre vraisemblablement au début, une espèce de boule de lave incandescente qui gardait encore énormément de cette chaleur initiale qui lui est venue de cette avalanche de matière, qui lui est venue des éléments radioactifs qu'elle contenait et qui en faisait un corps à des températures très élevées. Cette image, bien sûr, qui est assez récente, elle a été prise, je crois, en Hawaï, qui présente un spectacle relativement rare sur la Terre, eh bien, ce phénomène était généralisé et la Terre, c'était une boule de lave avec des masses de lave incandescente qui dégringolaient d'un peu partout. Pourquoi le fait que la Terre soit encore chaude, qu'il y ait encore des volcans, qu'il y ait encore des mouvements de tectonique de plaques, qu'il y a des tremblements de terre, joue-t-il un rôle favorable par rapport à la vie? À première vue, on pourrait se dire qu'on pourrait s'en passer. Et quand il y a des tremblements de terre importants, comme en Chine ou en Mexico ou en Arménie récemment, on se dit que c'est quelque chose de nocif. Eh bien, à la longue, non. On s'aperçoit, et ça dans le cadre de l'évolution biologique, que l'évolution de la vie est accélérée par les changements climatologiques, par le fait d'avoir à s'adapter à des conditions différentes. Ça, on y reviendra plus tard, mais on s'aperçoit que même cela joue un rôle important. C'est important que la Terre ait encore ces mouvements géologiques, ces mouvements orogéniques. Alors, de l'eau liquide, de l'air, du feu, tout ça, c'est important pour fabriquer un habitat dans lequel la vie puisse évoluer. Sur l'origine de l'océan, nous n'avons pas de théorie tout à fait convaincante, mais en gros, on pense à peu près ceci. Rappelez-vous ces petits grains de poussière qui se formaient dans l'espace, qui étaient recouverts d'une petite couche de glace. Eh bien, ces grains de poussière, en s'accumulant, vont évidemment, ces couches de glace composées d'eau, de gaz carbonique, vont se trouver prises à l'intérieur de la masse de la Terre, la masse incandescente, c'est-à-dire que dans cette pierre liquide, le gaz carbonique, l'eau peuvent exister en dissolution, un peu comme le gaz carbonique dans une bouteille de champagne. Et quand la Terre refroidit, ces gaz sont évacués progressivement et arrivent à la surface de la Terre sous forme vraisemblablement de volcans. Nous en avons encore des images dans nos volcans contemporains. Vous avez là un volcan qui s'est produit au voisinage de l'Islande en 1965 et qui a évacué dans l'espace d'énormes quantités de vapeur d'eau. Ce phénomène, nous pensons qu'il a également été prévalent dans toute la surface, sur toute la surface de la Terre au début. Cette eau qui était accumulée à l'intérieur de la Terre a été éjectée quand les premiers continents se sont formés, quand la croûte terrestre a commencé à se former sur un magma de lave, et que cette eau a été évacuée par ces bouches volcaniques. Là, vous voyez aussi, vu d'un avion quelque part près de l'Islande, ce volcan. Eh bien, ces masses de vapeur d'eau ont dû s'élever dans l'espace, former pendant longtemps une couche nuageuse très épaisse. Vraisemblablement, à ce moment-là, la Terre, vue de loin,
ne laissait pas voir ses océans, comme Vénus aujourd'hui. La Terre était trop chaude. Et puis, quand la Terre a refroidi suffisamment, s'est refroidi suffisamment, cette masse de gaz contenant toute cette quantité d'eau s'est mise à pleuvoir. Ça a été le vrai déluge. Il y a eu un déluge il est tombé environ 3 km d'eau et ça a été la naissance de l'océan. C'est comme ça qu'on envisage aujourd'hui l'origine de l'eau sur notre planète. Elle vient de ces grains de poussière interstellaire qui se sont accumulés pour former la Terre et dont les couches de glace qui couvraient ces grains ont été éjectées quand la planète s'est solidifiée, s'est retombée en pluie et cela a fait nos océans et nos lacs. Quant à ce qui regarde l'atmosphère, c'est probablement aussi la même origine. On pense que les gaz de l'atmosphère viennent également des volcans. Il y a peut-être des gaz résiduels de la formation de la Terre, mais c'est assez peu probable. On pense que cette atmosphère très épaisse que nous voyons ici, dont nous voyons des ouragans, que nous allons revoir ici en profil, c'est une image que nous avons vue au début, le Soleil se couche derrière la Terre, nous voyons le disque noir de la Terre et la lumière du Soleil éclaire cette atmosphère très mince, eh bien nous pensons que cette atmosphère s'est produite de la même façon qu'elle a été éjectée de l'intérieur des volcans en même temps que l'eau. Alors nous avons donc l'ensemble du paysage. Maintenant, la Terre est chaude, la Terre possède de l'eau une couche gazeuse, la Terre possède une couche nuageuse. À l'abri de cette couche nuageuse, de cette couche gazeuse, et à l'abri de l'océan, où là les densités sont très grandes et où on est encore mieux protégé contre les rayonnements ionisants, il va se passer une activité chimique extraordinaire. Cette activité chimique va faire que dans une période d'environ 1 milliard d'années, pas plus, la Terre a 4 milliards 500 millions d'années, et déjà à 3 milliards 500 millions d'années, il y a des cellules vivantes un peu partout, et il faut essayer de comprendre comment cette transition s'est passée. L'idée générale, c'est que ça s'est passé dans l'eau, avec, à l'aide du pouvoir de dissolution de l'eau, des atomes ont continué à s'associer. Ça ressemble à ce qu'on voyait dans l'espace interstellaire, sauf que ça reprend avec énormément plus d'efficacité parce que les conditions sont bien meilleures. D'abord, il y a le Soleil qui n'est pas loin, il y a la chaleur du Soleil et le rayonnement ultraviolet du Soleil qui intervient, il y a le fait d'être protégé contre les rayonnements cosmiques. On a pu, au laboratoire, reproduire de telles conditions. Il y a une série d'expériences qui ont été faites par les chimistes Urey et Miller, qui se sont dit, essayons de reproduire les conditions initiales de la Terre. Alors, dans un bocal, ils ont mis de l'eau, des gaz simples comme ceux qui devaient être présents au début de l'atmosphère de la Terre. C'était probablement plutôt du gaz carbonique, comme on trouve sur Vénus et sur Mars. Ils ont mis du méthane, de l'ammoniac, de ces gaz simples qu'on trouve en grande abondance dans l'univers. Ils ont irradié tout cela avec des éclairs, avec des décharges électriques, dont l'idée était de représenter ce qui devait se passer au début du système solaire, quand vraisemblablement l'activité solaire était beaucoup plus intense et résultait probablement en un flux ionisant de rayons ultraviolets, de décharges électriques beaucoup plus importantes. Et puis ils ont laissé ce mélange macérer pendant une bonne semaine. Et quand, après coup, on a regardé ce qui se passait, d'abord on s'est aperçu que le liquide avait changé de couleur, il était d'une espèce de brun plus ou moins joli. L'odeur, il y avait nettement une odeur pharmaceutique très prononcée. Et quand on a analysé chimiquement, on s'est aperçu que c'était produit dans ce liquide de façon spontanée par l'action de ces rayonnements et de l'association des molécules, toute une collection de molécules variées, des acides aminés, des graisses, des sucres, comme ce que vous voyez devant vous, c'est une molécule de sucre, c'est-à-dire qu'il y avait eu une évolution, disons, prébiotique qui avait amené cette matière de cet état de molécules très simples en molécules beaucoup plus complexes. Donc les premières étapes de la vie. On ne saurait pas dire qu'on a produit la vie en laboratoire, on en est encore très loin. Mais on avait reproduit les premières étapes et cette possibilité donnait beaucoup de poids à l'idée que la vie est apparue spontanément dans l'océan quand les conditions ont été assez bonnes, quand l'océan était suffisamment refroidi et qu'il y a eu cette activité chimique grâce
à la présence, encore une fois, du rayonnement solaire, de toutes ces molécules qui pouvaient se joindre et qu'on a vu certainement apparaître une quantité extraordinaire de molécules de toutes formes, avec une progression dans le nombre d'atomes dans ces molécules. Bien sûr, il y a association, dissociation, mais à un moment donné, une fraction de plus en plus mince, peut-être, de ces molécules prend des dimensions de plus en plus importantes, jusqu'à ce qu'on voit apparaître cette molécule miracle que nous appelons l'ADN, qui est une molécule gigantesque qui contient des milliards d'atomes et qui stocke, qui code par la façon dont ces atomes sont disposés, toutes les instructions nécessaires à l'élaboration de la vie. Je crois que ça a été un grand moment dans l'histoire du cosmos que l'apparition sur la Terre de la molécule d'ADN, bien qu'on ne sache évidemment pas exactement comment cela s'est passé.